parlé de coalition conservatrice, les professeurs modernes qui étaient en train d'évoluer sous cet angle. Quelqu'un parlait de la consolidation du pouvoir et donc de coalition de gouvernance du pays. C'est comme ça qu'on peut avoir, et le prof Godet a bien fait de le souligner, des majorités hétérogènes, mais aussi des majorités homogènes. Ce genre de débat devient intéressant en sciences politiques. Mais le prof Godet n'a pas totalement tort lorsqu'il parle, il évoque la question des embouteillages politiques sur l'aspect économique. Mais attention, les embouteillages peuvent également être des indicateurs de la croissance démographique. Ça peut montrer que la population a augmenté. Ce n'est pas parce qu'on voit beaucoup de véhicules qu'on pense que beaucoup de Quinois ont des véhicules. Non, si on rentre en 1960, il y avait 400 000 habitants. Peut-être que tout à fait normal qu'il y ait eu moins de 300 véhicules. Et plus on évolue aujourd'hui, 12 millions d'habitants, nous n'avons pas 12 millions de véhicules. Mais ça peut être aussi un indicateur de l'état de délabrement des routes, du désordre de la gouvernance policière, ainsi de suite. Et le professeur Malouki, ça doit être de cette faculté, a traité de ce genre de questions de la délivrance des services publics. Ma conférence, c'est la prolifération des coalitions politiques officielles et officieuses à la veille des élections de décembre 2023. Je commence par m'excuser auprès des étudiants parce que je tenais que ma conférence ait aussi une dimension pédagogique sur la manière de présentation des dialogues. Si j'ai le temps, je reviendrai sur la communication scientifique. Nous pouvons évoluer. Et donc, voici la table des matières ou le plan que j'ai prévu de vous présenter en 8 points. Je vous parlerai de la source méthodologique des données que je viens vous présenter, des faits par rapport à la coalition politique, de la sociogénèse des coalitions politiques dans notre pays, de la socio-anthropologie des coalitions politiques en RDC. Je vous dirai la socio-économie des coalitions politiques. Je parlerai de paysage naturel culturel, mais aussi du cycle de vie des coalitions politiques en RDC. Enfin, je vais clôturer par vous parler de quelques tendances et perspectives. Je prévis tout au plus 13 dias. Je ferai l'effort que chaque dia me prenne 60 secondes pour que en 13-14 minutes je clôture. On peut évoluer. Alors voilà les problèmes que nous avons. D'abord par rapport à la source des données. Les données que je vous présente ici ont d'abord été produites dans le cadre d'une enquête sur la vampirisation de l'État. Je produis un ouvrage intitulé Gouvernance foncière en RDC, du pluralisme institutionnel à la vampirisation de l'État. À ça, je peux donner un exemple de mon livre dans les sacs, mais aussi, j'ai publié il y a 3 mois avec le professeur Rémi Bongeli Ngo Mabinda un chapitre sur le mécanisme pratique de la vampirisation de l'État. Vous allez trouver cet ouvrage, je l'ai publié chez l'Harmattan à Paris. Deuxièmement, je serai de parler de mes propres observateurs en tant que directeur de cabinet. C'est de cet ouvrage que j'étais en train de parler. Regarde endogène sur l'État au Congo-Kinshasa. Dans ce livre, il y a des chapitres de profs comme Guy Aounkou, de Henri Abangapa, Émile Bongeli, Ngo Mabinda, moi-même, mais aussi Héritier Mambi, qui a donné beaucoup de conférences dans cette université. Mais aussi, je disais que de 2018 à 2020, j'étais chef de cabinet du rapporteur de l'Assemblée nationale, professeur Célestin Moussao, et à ce titre-là, j'essaierai de revenir. Alors, nous sommes dans quel contexte? Je viens de donner cette conférence d'abord dans un contexte de l'impuissance de l'État. Nous sommes dans une situation où l'État est impuissant, 30 ans de guerre. Quand j'étudiais, on nous a enseigné la guerre de 100 ans. Aujourd'hui, la RDC va totaliser 30 ans. Depuis 1994, nous sommes en guerre. Et voilà comment, moi, je viens ici parler au nom d'une coalition qui a pour premier objectif mettre fin à la guerre. Deuxièmement, c'est la crise éthique et idéologique. Le triomphe des anti-valeurs sur les valeurs. Et ça, nous sommes en train de nous battre pour mettre fin au vice. Et troisièmement, il y a donc la corruption, la précarité, la revanche des cancres. Ce que j'appelle la revanche des cancres, c'est que la société évolue aujourd'hui dans un système où ce sont les médiocres qui réussissent par le voie de coalitions politiques à gouverner l'État et à
se venger sur les valeurs et sur l'éthique. Voilà pourquoi nous parlons aussi de la fin des vices. Mauvaise gouvernance pour mettre fin à la fin. Donc nous sommes en train de parler ici de la fin des trois fins. La fin de la guerre, la fin des vices et la fin de la faim. Alors, quel est le contexte électoral en 2023? Nous avons au total 104 888 individus en course. Les candidats qui ont postulé au niveau national, provincial et municipal, au total, ils sont 104 888 Congolais. C'est presque la population de certaines capitales au monde. Nous avons 910 partis politiques éligibles qui sont reconnus par le ministère de l'Intérieur et validés par la CENI. Ça, je n'ai pas compté des partis qui ont été exclus, comme le parti de Jean-Marc Kabound, ainsi de suite. Nous avons 68 regroupements politiques autorisés à fonctionner en RDC. Et sur les 68 regroupements politiques, le prof Godé vous a bien dit ici que près de 50 quelques sont de l'Union sacrée, sont derrière le président Félix Tshisekedi. Nous avons 26 candidats présidents, alors que la CENI n'avait validé que 24 candidats. La Cour constitutionnelle a ajouté 2 qui iront postuler, c'est-à-dire qui sont reconnus par la Cour constitutionnelle. C'est ça qui fait qu'on a 26 au lieu de 24. Nous avons 23 653 candidats députés nationaux, 49 219 candidats députés provinciaux, et puis 32 000 candidats conseillers municipaux. J'ai bien dit que c'est une liste provisoire parce que jusqu'au moment où nous parlons, on n'a pas encore le numéro définitif des candidats conseillers communaux. Et nous sommes à quelques jours du lancement de la campagne. C'est pourquoi j'ai dit enjeu, j'ai vraiment dit des jeux. Les futurs candidats sénateurs et gouverneurs sont déjà en transe, et aussi pour se positionner. C'est ce que j'étais en train d'appeler déjà les coalitions informelles. Au moment où nous sommes là, plusieurs candidats sénateurs et candidats gouverneurs sont déjà en train de faire des alliances avec les candidats députés provinciaux qu'ils soutiennent financièrement, idéologiquement, dans la perspective d'occuper le Sénat. Donc si vous avez l'ambition d'être sénateur et que maintenant vous n'avez pas encore vos propres candidats députés provinciaux que vous soutenez, ça crée déjà un problème. Alors, quelle est là? Au début de ma conférence, je préfère déjà donner les conclusions, puis je vais déployer cette conclusion. Et nous assistons à la lutte entre la modernité des alliances politiques. C'est ce que j'ai appelé la culture de la grandeur et de la paix. Ça se manifeste dans l'union sacrée. Et pour ça, Godel il a dit la culture de la grandeur. Ils sont nombreux. Nous sommes plus de 500. Ça, c'est la caractéristique de la modernité. Les Américains, patrons de la modernité, tout ce qu'ils font est grand. Quand les Américains veulent faire une voiture, c'est très grand. Quand ils veulent construire un bâtiment, c'est très gros. Et ça a caractérisé le XXe siècle. Et on est en face de la modernité, la post-modernité politique. Et cette post-modernité politique, c'est ça qui est aujourd'hui apporté, notamment par les cas du docteur Denis Mukwege. Là-dedans, nous parlons de nanostructures. Là où les autres veulent être grands et nombreux, les cas Mukwege utilisent la culture de fourmis exactement comme on fait la politique de vaccination. Je pense que c'est l'unique regroupement politique qui a réussi aujourd'hui à déployer sur le terrain de porte à porte, non pas pour faire la campagne, mais pour préparer la publication des résultats. Et là, il y a l'effritement des autorités et puissance de la violence. Malheureusement, le Conseil a bien santé est parti. Le XXe siècle a été le siècle de la paix. Les gens étaient en train de courir derrière la paix. Il fallait chercher coûte que coûte la paix. Le XXIe siècle, c'est le siècle de la puissance. La paix n'est pas une réalité naturelle, sauf si on est dans une église. C'est la violence qui est naturelle. La paix est une construction sociale. Et dans la nature, le lion qui refuse d'aller chasser va mourir de faim. Le lion doit aller à la chasse, tuer le gibier. Vous tous ici, quand vous rentrez le soir, votre vie dépend de la mort de votre vie. Vous allez manger la viande, les poissons, mais ce sont des vies. Vous ne passez pas au papa de Sendaka que vous mangez qui est dans l'eau. Et donc, je dis que les coalitions politiques que nous vivons aujourd'hui
C'est d'abord un premier combat au niveau idéologique entre la modernité et la post-modernité. Deuxième observation, c'est que le Congolais a perdu tout espoir de réussir en dehors des partis politiques. C'est comme ça que le Congolais ne crée que de ces partis politiques, des ONG et des églises. Il n'y a pas suffisamment d'entreprises et ça explique aussi le façonnement du nombre. Nous avons le nombre de partis politiques qui se dépasse selon celui des entreprises. Nos statistiques que je vais présenter tout à l'heure n'incluent pas les partis qui sont exclus. Et puis l'analyse générale du climat laisse ressortir paradoxalement l'arrivée progressive de la violence extrême qui contraste avec le dynamisme des coalitions politiques. Alors, quelle est la sociogénèse des coalitions politiques dans notre pays? La première chose que je voudrais rappeler ici au bénéfice de nos étudiants, c'est que les élections ont une histoire singulière en RDC. L'EIC, commençons d'abord avec l'EIC parce que le professeur politisait que notre présent, c'est notre passé qui se réinvente. L'EIC était une coalition basée sur le sang, le sexe et les richesses. Si vous voulez bien comprendre la genèse de nos problèmes, il faut comprendre qui est Léopold II. Léopold II n'a jamais été, comme on le dit dans les livres de l'histoire, propriétaire privé de Léopold II a été administrateur d'une coalition des intérêts internationaux. Et pourquoi Léopold II a été placé à la tête de l'EIC? Il faut étudier sa biographie. C'est un Allemand d'origine, fils d'une femme française. Sa maman est une princesse française. Léopold II, son papa a la nationalité britannique. Il avait acquis ça. C'est comme ça que tout le monde va dire nous nous reconnaissons à lui parce qu'il a notre sang, c'est notre fils. C'est important de noter ça parce que cette affaire de sang et de sexe va accompagner la vie et la trajectoire des coalitions politiques dans notre pays. Le deuxième point, les élections de 1957, 1958 et 1960, ce sont les premières élections dans notre pays. On avait déjà dénoncé les irrégularités par l'administration belge. Il y avait des fraudes reconnues par les Belges eux-mêmes. Il y avait des circonscriptions électorales déjà en 1957 dans lesquelles il n'y avait pas eu des élections. Des scrutins qui étaient reportés pour des problèmes logistiques, des recours rejetés, des résultats proclamés malgré de nombreuses irrégularités, pourtant dénoncés et reconnus par les autorités belges elles-mêmes. Conséquence de tous ces désordres, en 1960, on va avoir la coalition Lumumba-Kasavubu, alors que Lumumba avait gagné des résultats dans toutes les circonscriptions, y compris dans le Mayombe. Chez Kasavubu, il y avait 3 sièges, Lumumba avait eu 2, grâce à son allié, le PSA de Vieux-Kizenga. Mais on va expliquer à Lumumba, si tu donnes à la République et le Premier ministre et le président de la République, Léopold Ville va réclamer sa sécession. Et alors, Lumumba, voyant que la Constitution disait que le président règne mais ne gouverne pas, va battre campagne pour qu'on fasse Kasavubu président de la République, après avoir proposé à Kisoloke, le fils de Kimbangu, d'être président, qui refusa. Il va faire de Kasavubu qui n'avait pas gagné les élections présidentielles de la République. Troisième point, les tensions intercommunautaires qui étaient suscitées par les élections de 1957 se poursuivront sous le régime de Mobutu lors des élections de 1977, 1982 et 1987. Pourtant, nous sommes dans le parti unique. D'où je dis en bas, bon, on peut continuer. Les coalitions politiques augmentent les chances de réussite et renforcent les capacités formelles et informelles des équipes. C'est bien, il faut le faire. Je le dis aux étudiants, il faut éviter. Alors, quelle est là les élections de 2006, qui pourtant étaient plébiscitées comme étant les mieux organisées de notre histoire, furent suivies d'une guerre dans la ville même de Kinshasa entre les militaires du gouvernement et ceux de Jean-Pierre Bemba. Les élections de 2011, et je parle ici sous le contrôle du professeur Albert Ngondo, qui est spécialiste des questions électorales,
se caractérisait déjà par plusieurs cas de vandalisme et d'incendie, sans compter les violations physiques des candidats et le personnel de la CENI. Il y a eu des vandalismes, on a cassé en 2011. Et depuis la proclamation des élections de 2018, les contestations se sont davantage orientées vers les cours et tribunaux parce que l'histoire politique retiendra que 2018 a le mérite d'avoir fait une bonne gouvernance de la haine. Et ça, c'est un élément important. Je regrette beaucoup les programmes de formation en sciences politiques qui sont restés trop religieux. On a mis la place aussi les programmes de sécurité de l'enseignement et surtout la gouvernance de la haine. La haine est une puissance majeure dans le microcosme politique et si on continue à éviter de parler de la haine et de la jalousie, ce serait dommage. Alors, le processus électoral de 2023 est déjà piégé par l'absence de consensus sur plusieurs questions sensibles. Tous les spécialistes des élections savent que lorsque le président de la CENI est contesté, tout ce qu'il fera sera contesté. Donc, on ne peut pas rêver d'un processus qui ne sera pas contesté. Il y a manque de consensus sur quoi d'abord un des alimentaires de la chaîne de décision électorale. On accuse tous d'être de leur bassin du Kasaï. Une loi électorale taillée sur mesure des intérêts politiques de la majorité en place, des cartes d'électeurs qui se sont effacées, au point qu'on ne sait pas comment les gens vont aller voter, et puis un fichier électoral controversé parce que les gens ont du mal aujourd'hui à avoir des duplicateurs. Alors, face à tous ces problèmes-là, pouvons-nous vraiment parler de coalition politique? Si oui, il y en a combien de types? J'ai mis là-bas ce que devrait être une coalition. Plusieurs oui qui se tiennent, qui se soutiennent pour remporter le pouvoir. Mais de l'autre côté, j'ai mis l'image du parrainage. Un papa qui soulève son fils. C'est le lien de sang qu'il est en train de conduire. Moi, je ne passe pas, je veux que mon fils passe. Mais nous avons aussi un système d'alliance qui est là. D'où nous avons deux types d'alliances. De coalitions. Nous avons des coalitions officielles que vous voyez, FCC, Cash, Union Sacrée, ou ACRN. Nous avons, à part ce qui est formel, les politologues ne se limite pas à ce qu'on voit. La science politique, c'est aussi la science de ce qu'on ne dit pas à haute voix. C'est aussi la science de ce qu'on ne voit pas les jours. Alors, je disais que je mettais l'absence du conseil Godet parce que c'est un peu comme de la sorcellerie. Les sorciers ne reconnaissent jamais qu'ils sont sorciers. Et si un sorcier reconnaît sa sorcellerie en public, on va dire en ça. C'est ça tout le problème. Nous avons alors trois niveaux des alliances politiques. Nous avons les micro-alliances qui sont essentiellement basées sur la biologie. Papa, maman, fils, lien de sang et de sexe. Nous avons des maisons, des niveaux des associations, de coquilles, de véhicules, d'ailleurs dans lesquels, même si vous allez aux élections, tu peux être élu, tu es en tête de la liste, on peut choisir le dernier de la liste pourvu qu'il ait une relation personnelle avec le chef de votre famille, mais évoquons aussi le niveau des alliances internationales. Toutes les coalitions qui sont ici possèdent des parrains dans le microcosme étranger. D'ailleurs, le premier niveau de campagne s'est déroulé en majorité aussi bien pour Cash, pour l'Union Sacrée, pour même le FCC qui n'a pas pris part aux élections. Tout le monde, nous le savons, nous nous rencontrons dans les grands salons à New York, à Belgique et tout, parce que tout le monde est convaincu qu'il faut d'abord convaincre aussi cet électorat-là. Ça, c'est un autre niveau. On peut continuer. Alors, quand j'explique ça, je vous ai parlé de 910 partis politiques, dont 3 quarts, soit 685, sont présidés par les ressortissants des espaces Louba et Grand Kivu. 3 quarts des partis politiques qui sont ici, nous on a fait ces statistiques, c'est plus les gens du Grand Kivu et les gens de l'espace Grand Kasaï qui sont champions de ces partis politiques, le président. 68 regroupements politiques, en majorité Kasaïens et Katangais. Ce sont les gens du Katanga et les gens du Kasaï qui ont en majorité
mis en place, en tout cas le président de ces regroupements. Chaque territoire du Kwilu a aujourd'hui un candidat président de la République. Idiofa. Ils ont mis Segumu Idiofa Mosiko, Fayulu à Bagata, Ngalasi à Boulungu. C'est-à-dire, et ça, il faut bien noter cette alliance informelle qui se fait en réalité au profit de l'union sacrée de la nation, qui savait très bien que le vote était essentiellement sociologique et que les gens d'Ibandou, pour des raisons de cohabitation dans la proximité avec le Kasaï, les deux communautés semblant avoir des problèmes, il fallait multiplier les candidats d'Akoum, Bidjofa, Massimani, Babagata et Boulungu, parce que quoi qu'on le fasse, la majorité de la population de ce territoire ne peut pas voter quelqu'un du Kasaï. Alors, les coalitions politiques se sont privatisées, fragmentées entre les parents biologiques et alliés sexuels, qui entretiennent un haut niveau de prédation généralisée de la vampirisation de l'État. Aux élections de 2018, je l'ai écrit dans l'article qui est dans ce livre, j'ai identifié 67 familles biologiques qui ont pu donner à la République près de 82% des lits provinciaux, nationaux et sénatoriaux. On n'a pas trop vulgarisé cet ouvrage parce qu'après sa publication, il y a des gens qui luttent contre la liberté scientifique et qui ont voulu nous auditionner au niveau des services. Mais la réalité est que vous avez un papa qui a deux femmes, et les cas sont nombreux, j'évite de citer les noms des gens. Il a deux femmes. Il postule en provincial, lui et ses deux femmes. Ils sont élus, mais leurs trois suppléants, c'est leurs enfants. Il les laisse en provincial, ils viennent en national, ils gagnent encore, ils laissent leurs trois enfants et eux, ils vont au sénatorial. Donc ça fait 9 élus dans la même famille. Nous avons ici un ministre de l'Éducation qui postule en provincial, il laisse son fils, il l'EPST, il vient à l'Assemblée nationale, il laisse sa femme, il va au Sénat, il laisse son frère et lui, il est membre du gouvernement. Et donc, en réalité, ce sont les membres de ces 67 familles biologiques qui déterminent les majorités aussi bien dans les assemblées provinciales qu'à l'Assemblée nationale. Alors, que deviennent les coalitions et les partis politiques si ce n'est que des machines qui permettent à ces familles biologiques qui gouvernent l'État de 1960 à ce jour de jouir de l'État. Et l'actuel régime a pensé pouvoir défaire ce qui s'appelait CCH. Ils ont utilisé le mot déboulonner. Et je le disais que vous ne saurez pas déboulonner parce que les Congolais savent que c'est une famille et Katanagate. Et eux, ils ne comprenaient pas. Et quand on a dit qu'on va remercier tous les députés absentéistes, il n'y a qu'une seule qui n'avait pas comme suppléant membre de sa famille qui se plaignait. Tous les autres, ça manquait. Et donc, la coalition de 2018 est déjà à la base de la mauvaise gouvernance actuelle. D'ailleurs, les membres de ces familles ont chassé tous les tshisekidistes réels du microcosme du pouvoir. Déjà, même quand ils sont en prison, c'est la même classe politique calculée. Quand vous voyez quelqu'un émerger, demandez-vous qui était son père ou son grand-père. Vous le verrez dans la politique en 1960 et jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Alors, il y a eu des propositions pour mettre fin à ça par un groupe de parlementaires, le vieux Thomas Lokondo et son groupe. Malheureusement, ça ne pouvait pas passer devant cette chambre. Parce que c'est eux qui devraient dire nous sommes contre, nous sommes pour. Ils ont refusé, à telle enseigne qu'aujourd'hui, la majorité des candidats députés ont comme suppléants leurs enfants, leurs frères, leurs fils. En fait, chacun veut se positionner et positionner ses enfants et les membres de sa famille. Et c'est ça qui va expliquer le phénomène des candidats chauve-souris. Regardez aujourd'hui, vous allez constater que la majorité des candidats ne veulent plus mettre les photos de leur mentor. Ils commencent petit à petit à mettre sa propre photo parce qu'ils montrent déjà qu'ils sont presque en transhumance avant d'avancer. Alors vite s'il vous plaît, on indique que le temps. Alors, ça, je l'ai presque dit, je dis qu'il y a des coalitions de conquête de pouvoir
qui ne seront pas nécessairement des coalitions de gouvernance. Et c'est ça qui explique que certains, même dans leur discours, évitent de critiquer. Le combat politique actuel propose réellement 6 grands leaders et donc 6 espaces géoculturels du pays. Nous avons donné nous qu'il y a un regroupement politique, ancrage dans l'équipe, c'est la CRL et la paix patriotique. Nous avons le président Fachi, 59 regroupements, en majorité l'ancrage sur le Grand Kassai. Nous avons le président Katumbi, 6 mosaïques de regroupement. Et donc, Katumbi a autour de 3500 et quelques députés qu'il a alignés, ancrage majeur dans le Grand Katanga, Fayoulou, sans mosaïque, mais attention, tous les élus de Katumbi, de Fayoulou ont postulé dans le regroupement de Mukwege. Donc, il y a eu des pourparlers avant d'avancer. Nous avons ce sang avec un regroupement et Matata Polo. Alors, dans tout ça, c'est l'acteur Kabila et son groupe qui demain, on peut avancer, qui devient alors, à la fin de ces élections, le président Tshisekedi sera déclaré président de la République. Mais, tout le monde est sûr d'une chose, qu'à la fin de ces élections, le pays pourra vivre une violence que le pays n'a jamais connue. Et donc, il y a donc des coalitions contestatrices. Et il y a un grand travail de contestation. Mais la puissance majeure qui aboutira, qui déterminera la fin de cette contestation, pourra être si pas une guerre civile. Attention, je parlais de nanostructure de revendication, parce qu'on a interdit les gens de ne plus manifester dans les rues. La conséquence, c'est que nous risquons de voir des gens qui vont contester dans les avenues. Nous craignons que cette contestation ne prenne des allures tribalo-ethniques. Que ce soit que les voisins de numéro 50 attaquent les voisins de numéro 48 parce qu'ils sont de telle province. Mais dans ça, il y a la personne où il y a le camp FCC qui possède la grande capacité de nuisance et tout candidat sait qu'il a besoin de cette capacité de nuisance. C'est pourquoi je vous parlais de la lutte de la paix et de la violence. Alors, en continuant vite, je ne sais pas continuer parce que je risque d'indisposer mon maître. Et pour continuer, je pense que je donnerai mon texte ici. Il faut un dialogue entre les politiciens et les chercheurs pour trouver des solutions aux problèmes de la société. Ce dialogue est capital parce que si les résultats de recherche, à un moment donné, on n'est plus capable de faire la frontière entre l'objectivité scientifique, j'ai dit bien l'objectivité, parce que la science politique n'est jamais neutre. La science n'est pas neutre, mais doit être objective. Et nous le savons tous que ce dialogue chercheur-politicien doit être très capital pour construire une société juste, une société d'harmonie et de vivre ensemble. Je vous remercie. Nous avons des alliances, nous avons des coalitions. Il faut toujours vous poser la question des objectifs de ces alliances et de ces oppositions et de ces regroupements qui peuvent être formels ou informels. Les objectifs aussi peuvent être officiels ou officieux. C'est comme ça que quand vous partez de l'analyse selon laquelle il y a un candidat Félix Tshisekedi du pouvoir et vous pensez que tous les autres sont des candidats de l'opposition, vous vous trompez. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Union sacrée de la nation a par exemple multiplié des candidats dans tout le territoire du Kwilu. Dans l'objectif, ces candidats il ne faut pas les considérer comme des candidats de l'opposition. Ils vont se faire appeler opposants, mais en réalité, ils sont là pour ne pas permettre aux voix de ce territoire de profiter à un grand leader qui est opposé au régime. C'est comme ça que, le deuxième élément que je veux que vous puissiez retenir de ma communication, c'est que personne ne croit aux résultats des élections. Je pense que même pas le président Tshisekedi. Personne ne croit que ce sont des électeurs qui vont déterminer l'issue des élections de 2023. Aucun argument technique ne permet de le croire. D'ailleurs, il n'y a pas de déploiement de kits. Nous n'avons pas de carte d'électeur. Aujourd'hui, les cartes sont effacées. Des gens qui cherchent à avoir des duplicata, beaucoup
beaucoup arrivent dans les bureaux actuellement, ils ne retrouvent pas leur nom. On les demande de remplir les formulaires, c'est-à-dire ils répètent l'abonnement. Du côté de ceux qui sont aussi en train de venir pour faire partie du président Tshisekedi, personne ne croit que ce sont les résultats des élections. Donc l'Union sacrée vise le populisme pour justifier la publication des résultats que nous pensons que certainement le président Kadima a déjà dans sa poche. L'opposition vise des alliances pour conquérir le pouvoir après la contestation des résultats. Comme ça, nous avons des coalitions de conservation des pouvoirs, les coalitions de contestation de ce qui arrivera pour pouvoir bénéficier de ce qui va arriver. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura peut-être changement, il y aura nécessairement des modifications après l'élection, mais ça dépend de la nature de la violence. C'est pourquoi j'ai parlé des coalitions de la paix et des coalitions de la violence. L'élection devient alors un alibi pour pouvoir y arriver. Deuxième élément par rapport à une des questions que j'ai reçues, c'était de dire, je suis venu ici parler au nom aussi du docteur Denis Mukwege, qui est le candidat porté par l'appel patriotique et qui ne vise que trois choses: la fin de la guerre, la fin de la faim et la fin des vices. La fin de jouissance, prédation. C'est trois fins. Fin de la guerre, fin de la faim, fin des vices. Et il y a des plans qui sont rédigés. Et si quelqu'un aura un plan meilleur que ça ira. Alors, comme ça, j'évolue. Le professeur pose la question des droits. Quelle est la différence entre coalition politique et regroupement politique? Le regroupement politique, c'est une réalité juridique et politique. Ils sont constitués, reconnus par le ministère de l'Intérieur, acceptés par la CENI, publiés dans une liste. Mais la coalition politique, c'est un fait politique qui peut être volontaire, formel ou informel. Je peux être en coalition avec celui qui est au pouvoir. La journée, nous faisons des discours pour montrer que nous sommes ensemble. C'est comme ça que dans les coalitions, je vous ai dit, ne passez pas que les cas comme le cas Kabila et en dehors des coalitions. Et tous les candidats qui peuvent être dans les regroupements savent qu'il ne faut pas oublier. C'est comme ça que dans les coalitions, il y a aussi des coalitions d'intérêt, il y a des puissances, même internationales, qui se rangent derrière tel ou tel acteur dont la lutte politique se soit. Y a-t-il une coalition qui a marché de 1960 à ce jour? Oui. Toutes les coalitions ont marché. Mais ont marché selon leurs objectifs. Ces coalitions n'ont jamais eu pour objectif le bonheur du Congolais. Ces coalitions ont eu pour objectif le bonheur des acteurs membres de ces coalitions, dont certains sont dans les microcosmes internationaux. Et qui peuvent dire, si vous passez au pouvoir, je gagne. La FDL a été une coalition, ça a réussi ses objectifs. Les FCC, ainsi de suite. Mais c'est pourquoi nous disons qu'il faut avoir une coalition qui lutte contre la faim, contre la guerre et contre les antivaleurs. Donc, voilà. Alors, il y a un étudiant qui me demande comment mettre fin à la guerre. Il y a tout un plan de paix qui est monté par l'équipe avec le professeur Denis Mukwege. Vous le savez que le docteur Denis Mukwege est prix Nobel de la paix. C'est presque le seul que nous ayons en Afrique centrale. Il a travaillé énormément autour de ces trois luttes-là. Et je pense qu'en termes de politique dans ces pays, il n'y en a pas deux. Parce que la politique, 73% des pourcentages changent, mais des théoriciens disent que 73% des réalités politiques se déroulent dans l'ombre. Et dans ce pays, s'il y a quelqu'un qui a réussi à faire du lobbying, monter des plans pour condamner par exemple le Rwanda et tout, c'est le docteur Denis Mukwege. Sur ce terrain, ceux qui pensent qu'il y a un problème d'expérience politique se trompent parce que la gouvernance des épidémies aujourd'hui, au moment où je vous parle en Afrique, c'est le docteur Denis Mukwege qui est l'adjoint du président sud-africain dans la lutte contre les épidémies au niveau panafricain. Et donc là, c'est un autre débat. Est-ce que c'est la multiplication des partis de masse qui expliquerait le fait qu'il n'y a pas de partis de cadres? J'aime beaucoup cette question parce que je donne des cours d'introduction à la science politique. Madame, le problème du Congo, c'est le problème de l'intelligence politique. Et quand on dit intelligence politique, c'est la combinaison des quatre quotients qui nous font défaut.
Nous avons des quotients intellectuels qui ne représentent que 25% de l'intelligence politique. Ce n'est pas parce que tu as étudié, tu as des diplômes que tu... C'est 25. Nous avons des quotients spirituels, qu'on appelle quotient éthique, moral. Ça, c'est en tout cas moins de 3% dans notre pays. Il faut moraliser la scène politique. Nous avons des quotients émotionnels. Les étudiants en sciences politiques, sachez que pour détruire un adversaire politique, la meilleure stratégie, c'est de l'associer à l'œuvre de sa propre destruction. Et ça, il faut avoir un fort quotient émotionnel, le quotient d'adversité. Et puis, nous avons... Donc voilà. Si vous n'aurez pas la majorité qu'on a actuellement, il faut cerner la stratégie de conquête du pouvoir, de la stratégie de gestion de l'État. Actuellement, les gens sont dans des coalitions de conquête du pouvoir. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas donc répondre à toutes les autres questions. Je suis obligé de me limiter là. J'allais en tout cas me permettre, mais je ne le ferai pas parce que je suis dans un hôtel de l'Université catholique du Congo, de dire que je suis candidat député, de venir au niveau à Rwanda. Commencer à dire que je suis le 304, ce n'est pas pour moi.